Bienvenue chers élèves dans votre chaîne de physique-chimie, Physia-Kimia. Ces cours sont destinés aux élèves du deuxième baccalauréat, discipline scientifique. Pour bien assimiler le suivi temporel, on va aborder différents exercices. D'abord, on commence par un exercice sur le suivi temporel par titrage ou par dosage. Dans cet exercice, on suit une réaction d'oxydoréduction entre les ions iodure et l'eau oxygénée par un titrage ou un dosage du diode formé par cette réaction. On va aussi tracer la courbe donnant la variation de la concentration du diode en fonction du temps. À partir de cette courbe, on peut déterminer certaines caractéristiques de la réaction, telles que le temps de demi-réaction ou la vitesse volumique de réaction à différents instants. Dans la partie 1, on commence d'abord par l'étude de la réaction elle-même. À une date t égale à 0, il y a une température constante, on réalise le mélange entre un volume V1 égale à 100 ml d'une solution de peroxyde d'hydrogène et un volume V2 d'une solution d'iodure de potassium. On nous donne les concentrations des deux solutions. On nous demande dans un premier temps de calculer la quantité de matière initiale des deux réactifs, le peroxyde d'hydrogène et l'iodure de potassium. Dans la deuxième question, on nous donne l'équation de la réaction bilan entre les ions iodure et les peroxydes d'hydrogène. On nous demande de dresser le tableau d'avancement de cette réaction, de déterminer le réactif limitant et déduire l'avancement maximal de la réaction. Dans la dernière question de cette première partie, on nous demande de déterminer la concentration maximale prévue pour le diode formé par cette réaction. Dans la deuxième partie de l'exercice, on va étudier la réaction du dosage du diode formé par la première réaction. Donc, à une date t égale à 0, on divise le mélange réactionnel qu'on a obtenu à partir de la réaction 1 en 10 prélèvements identiques de volume V égale à 30 ml. On refroidit un premier prélèvement avec de l'eau glacée pour stopper la réaction, puis on dose le diode formé par la solution de thiosulfate de sodium. De concentration molaire, on nous donne la concentration. La réaction du dosage rapide et total est modélisée par l'équation, on nous donne l'équation de la réaction du dosage. Et on refait la même opération pour les 10 échantillons à intervalles de temps égaux. On nous demande d'écrire la relation d'équivalence entre les ions, les titrants, le titrant et le titré, c'est-à-dire entre la quantité de matière du diode et la quantité de matière de thiosulfate. Et à partir de ça, on va déduire la relation entre la concentration du diode, la concentration de la solution titrante et le volume titré et le volume versé à l'équivalence. On nous demande aussi de calculer la concentration en du diode pour un volume versé VE égale à 10 ml de la solution titrante, c'est-à-dire de la solution du thiosulfate. Dans la cinquième question, on nous dit que les calculs de la concentration du diode ont permis de tracer la courbe I2 égale à F de T ci-dessous. D'abord, on calcule à partir de la courbe, ou plutôt on montre à partir de la courbe qu'elle est en accord avec ce qu'on a déjà calculé dans la première question 1C. Et à partir de cette courbe, on nous demande de déterminer le temps de demi-réaction et déterminer la vitesse volumique de réaction à la date t égale à 40 minutes. Avant de passer à la résolution de l'exercice, je voudrais d'abord expliquer le principe du suivi par titrage. On suit l'évolution d'une réaction 1, par exemple ici, entre les ions iodure et le peroxyde d'hydrogène, et ceci par la formation d'un produit, parce qu'on peut suivre la réaction soit par la disparition d'un réactif ou d'un produit. Ici, donc, on a choisi de suivre la réaction par la formation du produit qui est
le diode. Et donc ce dosage est réalisé par une deuxième équation, c'est là où il faut faire attention, une deuxième équation. Ça sera entre une espèce titrante, ici c'est le thiosulfate, et l'espèce titrée, c'est le produit de la première réaction qui est le diode. Comme on a dit, on a fait donc plusieurs prélèvements. Un premier prélèvement à une date t égale à 0, puis à une date t égale à 1 minute, puis à une date t égale à 2 minutes, etc. Et pour chaque prélèvement, on ajoute de la glace pour stopper la réaction. Donc, dans le premier bécher, on a le mélange réactionnel contenant le diode, c'est-à-dire dans lequel se passe la réaction 1 entre les ions iodures et le peroxyde d'hydrogène. Ce prélèvement, on le met dans un deuxième bécher et auquel on va ajouter l'espèce titrante à l'aide d'une burette. Ici, l'espèce titrante est le thiosulfate. L'espèce titrée, comme on a dit, c'est le diode. Dans ce deuxième bécher se passe la deuxième réaction, c'est la réaction du dosage. Donc, il faut faire très attention, il faut bien distinguer entre la première réaction étudiée et la deuxième réaction qui est la réaction du dosage qui nous permet de trouver la concentration du diode. L'équivalence du dosage est repérée par un changement de couleur pour chaque échantillon, dans le cas étudié bien sûr. Le volume versé, et ça sera un volume VE égal à 2 ml, 4 ml, 6 ml, ça dépend de l'échantillon. Et d'après l'équation du titrage, on a, comme vous pouvez le remarquer, on a le coefficient stéquiométrique 1 pour le thiosulfate et le coefficient stéquiométrique 1 pour le diode. Donc, nous aurons la quantité de matière du thiosulfate est égale à la quantité de matière du diode. La quantité de matière de S2O3- thiosulfate est égale à la concentration de cette solution, c'est 3 fois le volume versé à l'équivalence VE. Ça sera égal à la concentration C inconnue qu'on cherche du diode fois le volume titré qui sera le volume V. Donc, à partir de cette relation, on peut trouver la concentration du diode, ce sera C3 fois VE sur le volume V. Il suffit alors de faire le calcul pour trouver la concentration en diode. Toujours, on est en train d'expliquer le principe du suivi par titrage. Donc, la réaction du dosage nous permet de trouver la concentration en diode et à partir des différents calculs, on peut tracer la courbe donnant la variation de la concentration du diode en fonction du temps. C'est cette courbe qui va nous permettre de déterminer, comme on a dit, les différentes caractéristiques de la réaction étudiée. Après avoir expliqué le principe du suivi par titrage, on passe alors à la résolution de l'exercice qu'on a pris comme exemple. Dans la première question, on nous demande de calculer les quantités de matière initiale des deux réactifs, celle du peroxyde d'hydrogène, donc c'est 1 fois V1, on fait le calcul, on trouve 1,8 fois 10-3 mol. La quantité de matière des ions iodures, on fait C2 fois V2, on fait le calcul, on trouve 7,2 fois 10-3 mol. Pour la deuxième question, on dresse d'abord le tableau d'avancement comme d'habitude. Donc il faut faire juste attention aux coefficients stéquiométriques des différentes espèces intervenant dans la réaction. Dans la question B, on nous demande de déterminer le réactif limitant et d'en déduire l'avancement maximal. Il suffit alors de diviser la quantité de matière initiale de chaque réactif par le coefficient stéquiométrique qui lui est accordé et on compare. On remarque que pour les ions iodures, on a 3,6 fois 10-3 mol. Par contre, pour le peroxyde d'hydrogène, on a une quantité moins faible, 1,8 fois 10-3 mol. Et donc, c'est le réactif limitant. Et Xmax, c'est 1,8 fois 10-3 mol. Pour trouver la quantité de matière
du diode formé. D'après le tableau d'avancement, on remarque que cette quantité de matière est égale à X max. Donc c'est 1,8 fois 10 moins 3 mol. Et on peut calculer sa concentration en divisant par le volume du mélange réactionnel, le mélange 1 bien sûr. I2 est égal, concentration I2 est égale à 1,8 fois 10 moins 3 mol divisé par 0,3 litres. Ça nous donne 6 fois 10 moins 3 mol par litre. On passe alors à la deuxième partie de l'exercice qui concerne la réaction du dosage du diode formé. La réponse à la question 3, on écrit la relation d'équivalence entre les ions thiosulfate et le diode titré. Donc nous avons N de S2O3 de moins divisé par 2 est égal à N de I2 sur 1. Ce qui est équivalent à écrire, c'est 3 fois VE sur 2 est égal à la concentration en du diode fois le volume V titré. À partir de cette relation, on peut déterminer la concentration en du diode pour répondre à la question 4. Donc I2 est égal à ces 3 fois VE sur 2V. Ça nous fait donc 4 fois 10 moins 3 fois 10 sur 2 fois 30 égale à 6,67 fois 10 moins 4 mol par litre. On n'a pas besoin de convertir les millilitres en litres puisqu'on simplifie en haut et en bas. La réponse à la question 5a. La courbe montre que la concentration finale en diode est de 6 fois 10 moins 3 mol par litre. Le résultat qu'on a trouvé à la question 1c a montré aussi 6 fois 10 moins 3 mol par litre, donc les deux valeurs sont en accord. La réponse à la question B, le temps de demi-réaction correspond à la concentration maximale du diode divisé par 2, soit 3 millimoles. Graphiquement, cela correspond à peu près à 17 minutes. On va étudier un deuxième type. La réponse à la question C, on a la vitesse volumique de réaction à un instant t est égale 1 sur le volume du mélange réactionnel fois la dérivée par rapport au temps de l'avancement. Cela correspond à la dérivée par rapport au temps de la concentration de diode, puisqu'on a NI2 est égal à X. On choisit deux points sur la tangente, par exemple ici, 0 minutes et 2,7 millimoles et 40 minutes et 4,7 millimoles. Donc la vitesse à la date t égale à 40 minutes, 4,7 moins 2,7 divisé par 40 moins 0, ça nous fait 0,05 millimoles par litre par minute. On va étudier un deuxième type de suivi temporel, le suivi par mesure de la pression. On présente d'abord un exemple d'exercice. L'objectif de cet exercice est l'étude d'une réaction entre l'acide chlorhydrique et le zinc par mesure de la pression du dihydrogène formé. Et puis, cela nous permettra de tracer la courbe de la variation de la pression en fonction du temps à partir de laquelle on peut déterminer certaines caractéristiques de la réaction. On nous donne certaines données nécessaires à la résolution. On nous dit qu'on introduit une masse M égale à 0,6 g de poudre de zinc dans un ballon de volume V égale à 1 litre, qui est constant bien sûr. On verse sur le zinc un volume VA égale à 75 ml d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration. On nous donne la valeur de la concentration. On modélise la réaction entre l'acide chlorhydrique et le zinc. On nous donne l'équation de la réaction. Et on nous montre, on mesure à chaque instant la pression P à l'intérieur du ballon à l'aide d'un capteur de pression. Et on suppose que le volume du gaz est égal à celui du ballon. En réalité, ce n'est pas exactement 1 litre, mais plutôt 1 litre moins les 0,075 millilitres de la solution, mais c'est presque 1 litre. Dans la première partie de l'exercice, on étudie la réaction entre les ions oxonium et le zinc. Dans la deuxième partie, on va étudier la courbe. Première question, on nous demande de calculer les quantités de matière initiale des ions oxonium
et du zinc. Dans la deuxième question, on nous demande de dresser la table d'avancement de la réaction. Troisième question, on doit déterminer le réactif limitant et déduire la valeur de l'avancement maximal. Quatrième question, en appliquant l'équation des gaz parfaits, on nous demande de trouver la relation entre l'avancement à un instant T de la réaction et la constante des gaz parfaits, la température absolue et le volume du gaz et la variation de la pression. La pression P est la pression mesurée, mais la pression du gaz, il faut toujours ôter la pression P0 qui était déjà dans le ballon avant d'introduire les réactifs. Dans la cinquième question, on nous demande de montrer que la variation maximale entre la pression maximale et la pression initiale s'écrit en fonction de l'avancement maximal de la réaction sous la forme x de t est égal à x max fois delta P sur delta P max. Dans l'étude de la courbe, on nous demande de déterminer graphiquement le temps de demi-réaction et d'établir l'expression de la vitesse volumique de la réaction en fonction des différents paramètres, puis de calculer sa valeur à la date t égale à 100 minutes. Avant de passer à la résolution de l'exercice, on explique d'abord le principe du suivi temporel par la mesure de la pression. Dans cet exemple, nous avons la réaction entre l'acide et le zinc qui produit le gaz d'hydrogène. En mesurant la pression de ce gaz, on pourra suivre l'évolution de la réaction car la pression est proportionnelle au volume du gaz et donc proportionnelle à la quantité de matière. La mesure de la pression à différents intervalles de temps nous permet de tracer la courbe de la variation de la pression en fonction du temps et à partir de cette courbe, on peut déterminer certaines caractéristiques de la réaction telles que le temps de demi-réaction ou sa vitesse volumique à un instant t donné. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que le volume du gaz, qui est égal au volume du ballon presque, n'est pas le volume du mélange réactionnel qui est le volume de la solution. On passe alors à la résolution de l'exercice. Dans la première question, on nous demande de déterminer les quantités de matière initiale des réactifs. Pour les ions oxonium, ils sont en solution, donc on utilise la formule C fois V. Le calcul nous donne 28 millimoles. Pour le zinc, c'est un solide, on utilise la formule la masse du zinc divisé par sa masse molaire. Le calcul nous donne 9,2 millimoles. La deuxième question, on dresse le tableau d'avancement habituel. Il faut faire attention aux coefficients stéchiométriques des réactifs et des produits. Dans la troisième question, on détermine le réactif limitant et on déduit l'avancement maximal. Comme on a dit, il faut faire la quantité de matière initiale du premier réactif divisé par son coefficient stéchiométrique et la comparer avec la quantité de matière du deuxième réactif divisé par son coefficient stéchiométrique. Ici, donc, la quantité de matière initiale des ions oxonium divisé par 2, ça nous donne 14 millimoles. Pour le zinc, ça nous donne 9,2 millimoles et donc le réactif limitant est le zinc. Donc, X max est 9,2 millimoles. Dans la quatrième question, on détermine la relation entre l'avancement de la réaction à un instant T et les autres paramètres. D'après le tableau d'avancement, on sait que la quantité de matière du dihydrogène est égale à l'avancement X à un instant T. Nous avons la relation des états de gaz parfait. La pression du gaz fois son volume est égale à sa quantité de matière fois RT, d'où la quantité de matière du dihydrogène est égale à la variation de la pression fois le volume de ce gaz divisé par R fois T. Et donc, on trouve l'avancement à un instant T x est égal à la variation de la pression delta P fois le volume du gaz, c'est-à-dire celui du ballon, divisé par la constante du gaz parfait fois la température absolue.
Dans la cinquième question, on établit la relation l'avancement à un instant t est égal à l'avancement maximal fois delta p sur delta p max. Donc on a déjà établi x est égal à delta p fois v sur r fois t. Cela implique que x max est égal à delta p max fois v sur rt. On réalise alors la division de x par x max. Ça nous donnera delta p divisé par delta p max et on simplifie par v sur r fois t. D'où x est égal à x max fois delta p sur delta p max. On passe à l'étude de la courbe. Dans la sixième question, on nous demande de trouver le temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction correspond à x1 demi, c'est-à-dire l'avancement maximal divisé par 2. Donc on peut écrire x1 demi est égal à x max fois delta p1 demi sur delta p max, où delta p1 demi est la variation de la pression au temps de demi-réaction. De cette relation, on peut donc écrire delta p1 demi est égal à delta p max fois x1 demi sur x max, et en remplaçant x1 demi par x max sur 2, on obtient delta p max sur 2. Donc, le temps de demi-réaction correspond à la variation de la pression qu'on note delta p1 demi, et cela correspond à delta p max sur 2. Graphiquement, on remarque que delta p max est égal à 225 hectopascal, la moitié c'est 112,5 hectopascal, et cela nous donne à peu près 45 minutes. Donc le temps de demi-réaction correspond à delta p1 demi est égal à 45 minutes. Dans la septième question, on établit l'expression de la vitesse volumique de la réaction en fonction des paramètres delta p max et VA, c'est-à-dire le volume de la solution. On sait que la vitesse à un instant t est égale à 1 sur le volume du mélange réactionnel, c'est-à-dire de la solution, fois la dérivée par rapport au temps de l'avancement. On a x est égal à x max sur delta p max fois delta p. La dérivée de x par rapport au temps est donc x sur delta p max, qui est une constante, fois la dérivée par rapport au temps de la variation de la pression. On remplace alors dx sur dt par sa valeur, ça nous donne la vitesse à un instant t est égale à 1 sur le volume de la solution fois x max sur delta p max fois la dérivée par rapport au temps de la variation de la pression. On calcule alors le coefficient 1 sur Vs fois x max sur delta p max, ça nous fait à peu près 5,45 fois 10 moins 6 fois la variation de la pression par rapport au temps. La réponse à la dernière question, on trouve la vitesse volumique de la réaction à la date t égale à 100 minutes. Il suffit de choisir deux points convenables sur la tangente. Ici, on a choisi la date t égale à 100 minutes pour laquelle correspond 180 hectopascal et le point t égale à 0 pour lequel correspond 115 hectopascal. Donc, on fait le calcul. Il ne faut pas oublier de convertir les hectopascals en pascal. Donc, nous avons la vitesse à l'instant t égale à 100 minutes est égale à 5,45 fois 10 moins 6 fois 180 moins 115 fois 100 pour convertir en pascal divisé par 100 moins 0. Donc on trouve la vitesse volumique de la réaction à la date t égale à 100 minutes, 3,54 fois 10 moins 4 mol par litre par minute. À la fin de ce cours, je vous invite à suivre les exemples qu'on va étudier sur le suivi temporel dans le prochain cours et à bientôt. Merci de votre attention et à bientôt dans une nouvelle leçon.